Il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur RTI2 au sommaire. De nos jours, l'on peut vivre avec une maladie dite rare parce qu'elle touche une personne sur 2000. Dans ce journal, une maladie a attiré notre attention. Il s'agit de la maladie de l'enfant serpent. Et puis, au Burkina Faso, des journalistes dénoncent de nombreux cas d'enlèvement de voix considérées comme hostiles au régime militaire. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Les maladies rares sont nombreuses, mais très peu connues des populations. Le traitement est à vie et onéreuse pour le moment. L'une des les plus connues est l'enfant serpent en Côte d'Ivoire. Le service de la médecine interne du centre hospitalier universitaire de Treichville est la référence dans le diagnostic et le suivi des maladies. C'est un reportage que nous proposent Théodore Zouzou et Gilles Tonia. Centre hospitalier universitaire de Treichville, service de la médecine interne, carnet de santé en main, Abibata attend patiemment le tour de sa belle-sœur pour rencontrer le médecin traitant. Elle ne peut pas dormir, elle a mal à les articulations. Je ne sais pas de quoi elle souffre. Ça fait plusieurs examens. Donc nous a donné rendez-vous aujourd'hui pour pouvoir prendre les résultats. Dans le même hall, une autre patiente est là pour être située sur l'origine de l'affection qui l'a contrainte à abandonner les études à l'université. J'étais beaucoup anémie. J'ai fait des examens, tout et tout. On me disait que c'était l'anémie sévère. Quand on fait les examens, le sang n'augmente pas. Ça faisait que baisser. J'étais souvent à 4, 5. Quand on va en revient encore, ça descendait, ça n'augmentait pas. Ils m'ont mis plusieurs poches de sang. Et après, ils ont vérifié que le sang n'atteignait pas jusqu'au cœur. J'étais dans le coma en fait. Voilà. Donc quand je suis sortie de là, ils m'ont confié au docteur Kofi Germain. Ils ont vu que c'est la maladie lupus, voilà, qui me fatiguait, le lupus. C'était les anticorps qui luttaient contre moi. Au lieu de lutter contre les maladies, ils luttaient contre moi. Ça me fait 1 an maintenant en mars que je souffre de cette maladie lupus. Voilà, si vraiment l'État aussi peut penser à ma situation, voilà, pour m'aider. Ils peuvent m'aider encore à continuer les cours en université. Cette autre patiente hospitalisée attend une confirmation du diagnostic après des prélèvements sanguins examinés en France. C'est mon sang qui est parti en France pour faire plus d'analyses. C'est ça, on m'a dit mes globules blancs et mes globules rouges ne sont faibles. Ils n'arrivent pas à attaquer les microbes qui sont dans mon ventre. Nous avons connu notre patiente il y a à peu près plus d'1 mois qui nous est venue pour une altération de l'état général associée à des vomissements incoercibles et une pâleur cutanéo-muqueuse. Donc nous avons reçu cette patiente que nous avons examinée, interrogée et chez qui nous avons retrouvé des adénopathies, donc des ganglions, une splénomégalie, une augmentation de la rate, et avec sa pâleur cutanéo-muqueuse, des signes de décompensation de son anémie. Et donc nous avons décidé de l'hospitaliser. Donc dans la recherche étiologique de la pathologie pour laquelle elle est arrivée, nous avons pu découvrir qu'elle avait une maladie rare qu'on appelle le syndrome d'activation macrophagique. Donc c'est une maladie au cours de laquelle des éléments de notre organisme, de notre sang, qui sont les macrophages, qui doivent normalement lutter contre les agents, voilà, extérieurs qui viennent de notre organisme, ils commencent à se multiplier. Il y a une dérégulation de leur fabrication au niveau du sang et ils commencent à s'attaquer aux cellules sanguines. La maladie dont souffrent les 2 dernières patientes est le lupus, une pathologie considérée comme maladie rare ou maladie orpheline, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une maladie rare, c'est une maladie qui a une prévalence de moins de 2 cas pour 2000 habitants. C'est une maladie qui ne court pas les rues. Ce sont des pathologies qui sont le plus souvent génétiques. Ces pathologies sont dites aussi orphelines parce qu'elles n'attirent pas l'attention particulière des décideurs, des firmes pharmaceutiques. Parce que les firmes pharmaceutiques, sachant que ce sont des pathologies rares, ne mobilisent pas de fonds
pour mettre en place des traitements adéquats qui puissent guérir ces malades, parce qu'il n'y aura pas de retour sur investissement. Ces maladies rares sont présentes dans toutes les spécialités en médecine. Que ce soit en gastro-entérologie, que ce soit aux maladies infectieuses, que ce soit en cardiologie, en pulmonologie, en gynécologie, il existe bel et bien des maladies dites rares. Ce n'est pas tous les médecins qui ont cette capacité de pouvoir faire le diagnostic de ces maladies rares. Mohamed était pratiquement paralysé il y a 2 ans. Aujourd'hui, il continue de suivre un traitement à vie pour venir à bout de la myasthénie. C'est une vidéo qui me rappelle beaucoup de choses. Déjà, je faisais une maladie qui atteint les muscles. Voilà, pour définir tout court, on dit qu'il n'y a pas une bonne communication entre les nerfs et les os. On peut avoir la myasthénie et vivre, aller où on veut. Si vous suivez correctement ce qui est bon pour vous, étant donné que le système immunitaire n'est pas fort, donc je fais l'effort de ne pas manquer en vitamines. Donc ceux-là, par exemple, ce sont des compléments alimentaires qui m'aident à me booster, voilà, pouvoir vraiment tenir la journée. Le traitement de toutes ces maladies rares n'est pas à la portée de tous, d'où le plaidoyer des parents de malades. 2 jours seulement on a fait là, on dit on n'a qu'à venir payer 300 et quelques mille. Je n'ai plus rien même, donc vraiment si l'État peut nous aider, je suis veuve. Ces pathologies sont encore méconnues de la plupart des populations. Les professionnels de la santé et l'ONG Miroir du Monde mènent une sensibilisation accrue pour les faire connaître. Nous sommes rendus compte que déjà il y a un problème qui est d'ordre sanitaire où ces patients ou ces parents dont les enfants sont atteints de ces pathologies rares trouvent des difficultés à trouver des solutions sur le plan médical. Et si à cela doit s'ajouter le manque d'information ou de sensibilisation, on comprend clairement que le mal sera encore doublé. Et le plaidoyer consistait déjà à reconnaître de façon officielle la Journée internationale des maladies rares en Côte d'Ivoire, de sorte qu'il y ait des moyens dégagés pour nous qui sommes ONG, qui avons besoin de financement pour pouvoir exercer notre mission, mais aussi pour qu'il y ait un plan national de maladies rares. Les malades de lupus eux-mêmes mettent la main à la pâte dans ce combat pour la survie. Pour tous les malades lupiques, je leur dis qu'on doit mener le combat jusqu'au bout. On n'a pas le choix. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, on doit s'élever et puis vivre. Donc ne pas se décourager, quelles que soient les difficultés. Parce que ce n'est pas facile au quotidien. Aujourd'hui, vous ne voyez rien sur ma peau. Mais il y a des malades, quand vous les voyez, vous avez l'impression même qu'ils sont brûlés, qui ont des plaques, donc qui ont honte de sortir, qui ne veulent pas se présenter, voilà, qui ont honte de choses du regard des autres et tout ça. Et moi, je leur dis, ils pensent qu'ils sont gravement malades, mais il y a pire. Il y a toujours pire. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours continuer à lutter pour vivre. Le bien-être des populations préoccupe le gouvernement. Avec un équipement de pointe très onéreux, il met en place un projet pilote en collaboration avec ses partenaires à travers la plateforme de génétique moléculaire à l'Institut Pasteur. 4 laboratoires, dont celui du dépistage des maladies génétiques congénitales et d'immunogénétique chez les nourrissons, existent déjà. Quand un enfant naît, nous faisons un prélèvement de sang, vraiment avec une petite aiguille qu'on appelle un vaccinostyle au niveau du talon du bébé. Donc dans les 5 premiers jours de vie, et faire acheminer ici à l'Institut Pasteur où on réalise 5 analyses pour rechercher 5 pathologies comme l'hypothyroïdie congénitale qu'on appelle communément la maladie de l'enfant serpent. Si on dépiste tôt cette maladie, on peut avoir recours à un traitement qui ne coûte que 2 000 francs par mois. Donc l'enfant va se développer normalement. On ne peut rien faire sans les pouvoirs publics. On est en train de faire le travail pour pouvoir avoir un argumentaire devant les autorités pour dire voilà, ça existe bien, c'est faisable. On a besoin de plus de fonds parce que là, on a fait 1000 bébés, mais c'est rien. Ce sont des maladies rares pour lesquelles l'incidence va de 1 pour 4 000 ou 1 pour 10 000, voire 1 pour 20 000. Donc on doit avoir encore des fonds. Il faut aller au-delà jusqu'à 20 000 pour espérer avoir une incidence. Quel est le poids de ces maladies chez nous, de façon à ce que quand on va pouvoir fournir ces chiffres aux autorités, des décisions puissent être prises en termes de santé publique
au niveau du pays. Parce que dans les autres pays, la population ne paye rien, mais quelqu'un paye, c'est l'État. Parce que l'État en a fait un programme national systématique de dépistage. Et c'est à ça que nous voulons arriver. Le directeur de l'Institut de recherche exhorte les populations à se rendre dans les centres de santé. Aujourd'hui, il y a de l'espoir qu'on puisse vraiment faire un diagnostic et permettre aux cliniciens de prendre en charge correctement ces enfants. Donc, c'est d'éviter les parents à se rendre dans les structures de soins lorsqu'ils sont confrontés à ces maladies génétiques congénitales chez leurs enfants. Les maladies rares sont une réalité en Côte d'Ivoire. Elles ne signifient pas la fin de la vie. Bien que la guérison appartienne à Dieu, selon les Saintes Écritures, le suivi scrupuleux de la prise des médicaments prolonge la vie. 500 millions de personnes sont porteuses de maladies rares dans le monde. Un regard particulier de nos autorités soulagera certainement patients et parents de patients. À Grand-Bassam, commune située dans le sud Comoé, les habitants du quartier d'Eriawaf sont confrontés à un problème de canalisation endommagé, ce qui entraîne des coupures d'eau et crée une sorte de lac insalubre dans le quartier. Le constat de Yamkile Hermel et Dido Fofana. Ces images de la cité de la commune de Port-Boué d'Eriawaf sont la cause de multiples coupures d'eau. Depuis le mois de décembre, après la destruction de cette tuyauterie d'alimentation en eau, les riverains vivent un véritable calvaire. Dès lors, c'est ici qu'ils font leur lessive et leur vaisselle. Ramatou et sa sœur égrènent leurs difficultés. Chaque matin, on vient laver à 7, on lave à billes, on puise même pas les préparer, on boit. Vous voyez, ça me sert à laver mes habits, ça me fait mal. On quitte au fond là-bas pour venir laver à billes ici. L'eau est coupée chez nous. La robinet qui est cassée ici. Souvent, ça ravage quand on est devant là-bas et puis ça s'arrête. On ne peut pas passer. Il n'y a pas de route. On ne sait même pas comment on fait. Souvent, même si les élèves veulent partir à l'école, s'ils doivent passer ici, ils doivent forcément aller tourner vers Carrefour Aéroport pour pouvoir partir à l'école. Il n'y a pas de route pour sortir. Venez nous aider. Venez arranger le robinet qui est là parce qu'on ne sait pas. Ça nous pose des problèmes. On ne peut rien faire. Là, on ne peut pas vivre sans l'eau. Tout comme Ramatou et sa sœur, Olivier, l'un des responsables d'une église qui se trouve à proximité de ces eaux, paye aussi les frais de cette situation. L'église est souvent inondée. Ça nous crée des désagréments parce que l'eau qui est là s'infiltre dans le bas de l'église. Mais le plus grave, c'est que le réseau est ouvert maintenant. Il y a un courant d'eau qui passe en dessous. Nous demandons aux responsables, aux autorités de venir pour régler ce problème. Cette eau qui s'échappe de la tuyauterie a fini par être contaminée par les déchets jetés là, ce qui dégrade la voie et est à l'origine des problèmes de santé. Un matin, on se réveille, on voit, il y a un tuyau qui est cassé, l'eau a commencé à couler, mais ce n'était pas exagéré comme cela. Et les enfants ont commencé à nager. Vraiment, ce n'était pas facile. Mon fils, mon bébé même qui est dans ma main, il a 2 ans, 6 mois, il nageait aussi. Et ça m'a conduit à l'hôpital. Son ventre était ballonné. L'enfant n'arrivait même pas là à la selle. Ils m'ont prescrit des médicaments. Et quand j'ai commencé à lui donner, l'enfant a commencé à faire sortir des saletés. Vraiment, c'est pas joli à voir. 3 mois que cette situation perdure. Et c'est encore et toujours la population qui paye les pots cassés. Un reportage qui nous vient plutôt tout droit de la commune de Port-Boué au quartier d'Eriawaf. Terminons ce temps d'information. Burkina Faso, l'association des journalistes du pays des hommes intègres, a fait une déclaration des atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de la presse jamais égalée depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire en septembre 2022. Dans des déclarations transmises dimanche à l'AFP. Le pouvoir militaire a suspendu l'accès ou la diffusion de plusieurs médias, notamment étrangers, accusés de freiner ses efforts pour reconquérir le territoire face aux violences des djihadistes qui minent le pays. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons un très bon après-midi sur RTI2. À demain.